GoPro, c'est l'une de mes toutes premières caméras et je l'utilise encore beaucoup aujourd'hui, que ce soit pour des projets YouTube, des projets professionnels, pour de la moto, du drone FPV et encore plein d'autres choses. Je pense très sincèrement que c'est l'une des caméras les plus polyvalentes sur le marché et qui correspond au plus grand nombre d'entre vous. C'est fait pour le grand public, vous allez pouvoir l'utiliser très facilement avec aucune notion de réglage de caméra. Vous allez pouvoir tout laisser en automatique et avoir de super souvenirs. Mais ce que le grand public ne sait pas, c'est qu'avec ces petites caméras, on peut avoir de super résultats qui se rapprochent des caméras professionnelles. Bon, je mets des guillemets quand même pour dire ça, mais c'est quand même assez bluffant tout ce qu'on peut faire avec une GoPro quand on sait correctement la paramétrer. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo, tout simplement parce qu'en général, je trouve que les sujets sont quand même assez bien abordés sur YouTube. Et pour le coup, c'est un sujet qui retombe quand même assez souvent en question lorsque je publie des vidéos sur YouTube ou sur Instagram. Mais en général, c'est quand même des vidéos assez spécifiques, donc je vais essayer de vous faire une vidéo très globale pour savoir comment régler votre GoPro en toutes circonstances, peu importe le projet que vous allez faire. Donc dans cette vidéo, je vais faire de vous un expert de la GoPro pour avoir un rendu professionnel en toutes circonstances. Alors d'abord, on va parler des caractéristiques techniques de la GoPro, que ce soit la dernière génération ou les précédentes, pour que vous puissiez savoir en fait quand est-ce que la GoPro va être performante et quand est-ce qu'elle ne va pas l'être. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans les détails, notamment sur les réglages selon le type de projet que vous allez réaliser. Et à ce moment-là, on va devoir parler des filtres ND. Et pour clôturer la vidéo, je vous parlerai vite fait de la post-production, comment on règle les tout petits derniers détails de notre vidéo sur le logiciel de montage. Alors la première chose importante à prendre en compte, c'est le modèle, en tout cas la génération de votre GoPro. Parce que selon la génération que vous allez avoir, vous allez forcément pas avoir la même qualité de rendu. Si vous avez une GoPro Hero 6, c'est sûr que ça va pas être pareil que la GoPro Hero 10. Honnêtement, aujourd'hui, à partir de la 10, je trouve que ça s'équivaut quand même vraiment pas mal avec tous les tests qu'on a pu voir. En fait, à partir du moment où GoPro a intégré le 5,3K, la qualité a vraiment eu un gros gap. Donc si vous avez toujours pas de GoPro ou vous en avez vraiment des pas récentes du tout, je vous déconseille d'investir dans une GoPro en dessous de la GoPro Hero 10, parce que la GoPro 9, vraiment, c'était quand même impressionnant, mais c'est à partir de la 10 qu'il y a vraiment eu quelque chose. Et entre la 10 et la 12, honnêtement, vous demandez à n'importe qui, il n'y a pas grand monde qui serait capable de dire la différence. Alors là, je m'adresse aux plus néophytes d'entre vous au niveau de la carte SD. Moi, je vous conseille la SanDisk Extreme Pro, une 64 Go, c'est bien pour durer toute la journée, selon évidemment ce que vous faites encore une fois. Je vous donnerai toutes les références de toute façon en description de vidéo, que ce soit la carte SD et toute autre chose dont je vais parler. Donc maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va parler des points forts et des points faibles de la GoPro. Alors la GoPro a un tout petit capteur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est extrêmement peu performant dans les basses lumières. Si là, je m'amusais à filmer à la GoPro tout de suite, vous verrez que la qualité n'a rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Je pense qu'il n'est pas utile que je vous explique le pourquoi du comment, mais vraiment la chose la plus importante à retenir, c'est que la GoPro est mauvaise en basse lumière. Donc si vous voulez espérer avoir un beau rendu avec votre GoPro, je vous conseille d'avoir en fait la lumière la plus homogène possible, qu'il n'y ait aucune variation de lumière, que vous amusez pas à par exemple rentrer dans une pièce qui est très peu éclairée pour ensuite arriver dans une véranda extrêmement éclairée ou passer dans une grotte pour ensuite sortir. Bref, en fait, avec ce genre de caméra, il faut vraiment être très minutieux avec la lumière. Ce sont des caméras qui sont faites pour l'extérieur et je vous déconseille de filmer des choses à l'intérieur, même si elles deviennent de plus en plus performantes. C'est vraiment pas leur lieu de prédilection. Et tant qu'on parle de lumière, je pense que c'est le bon moment d'intégrer le partenaire de cette vidéo qui est Zhiyun et qui m'a envoyé les deux lumières avec lesquelles je suis en train de réaliser cette vidéo. Et honnêtement, ces lumières me faisaient déjà de l'œil avant même qu'ils me contactent. Il s'agit de la Molus X100 qui a une capacité de 100 watts, qui peut à la fois être alimentée sur secteur et sur batterie. Elle est extrêmement silencieuse et vraiment son atout, c'est qu'elle est toute petite et très légère. C'est une lumière qu'on va pouvoir utiliser en studio et à l'extérieur. Pour vous parler de puissance, là, pour vous dire, je suis à 45% et c'est grâce à toutes ces caractéristiques qu'elle me faisait tant envie. Et la grande surprise, c'est au final cette toute petite light, la M20C. Elle peut être considérée comme une lumière secondaire, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser en lumière principale. Sa particularité, ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'elle est accompagnée de plein de petits accessoires aimantés. Vous allez déjà pouvoir aimanter la cage sur laquelle elle est à n'importe quel surface métallique. Vous allez pouvoir mettre des petits filtres pour diffuser un petit peu la lumière et pour finir à la fin de quoi diffuser là où vous souhaitez la lumière. Cette lumière a une puissance maximale de 20 watts qui est RGB. Vous allez pouvoir personnaliser les couleurs, la balance de blanc et en plus de ça, vous avez des petits modes qui vous permettent de simuler des orages, des bougies ou encore la police. Son autonomie est assez impressionnante. Pour l'avoir utilisée plus d'une heure, elle m'avait toujours pas lâché et je pense qu'il restait quelque chose comme peut-être 10, 15, 20 minutes. Pour une puissance pareille, c'est quand même assez impressionnant. Honnêtement, je connaissais pas du tout
la gamme des lumières chez Zhiyun, et pourtant c'est vachement professionnel, c'est très qualitatif, ça a l'air costaud, et en plus de ça c'est pratique, et c'est pas pour rien que ces deux lampes se vendent comme des petits pains. En fait, quand on veut obtenir les meilleurs résultats possibles avec une caméra, que ce soit une GoPro ou n'importe quelle autre caméra, il faut absolument se mettre dans les réglages manuels. Et ça sert à rien de régler notre caméra pour qu'elle soit capable de filmer dans de basses lumières si on va pas en rencontrer. Ça va nous permettre aussi, si on arrive dans un endroit où il y a un peu plus d'ombre, que la caméra ne s'éblouisse pas tout d'un coup et qu'on ait des variations de lumière parasites lors de notre séquence. Donc là, on va parler de choses un petit peu techniques, mais je vous rassure, vraiment, ça va vous faire peur pour ceux qui connaissent pas les termes, mais c'est vraiment pas compliqué en soi. Alors la première chose importante à faire pour qu'on soit efficace lorsqu'on va devoir changer nos réglages dans le futur, c'est ajouter nos différents raccourcis. On va sélectionner l'un des modes que l'on souhaite modifier, on va aller tout en bas et on va aller dans raccourcis. En bas à gauche, vous mettez ISO minime, en bas à droite, vous mettez obturateur, en haut à gauche, vous mettez ISO max, en haut à droite, balance des blancs. Tout simplement parce que c'est les seuls paramètres qu'on va devoir modifier selon notre tournage. Alors la dernière chose à toucher sur une GoPro dans les réglages, c'est les ISO. Il faut toujours essayer d'avoir les ISO le plus bas possible. En l'occurrence, ça va être ISO 100. D'expérience, vous pouvez aller jusqu'à ISO 400 sans trop de perte de qualité, mais au-dessus, vraiment, on va commencer à avoir du grain, on va perdre de la netteté. Enfin, le rendu va vraiment plus être aussi bon que si on était à ISO 100. Donc les ISO, vous les bloquez à 100. Ensuite, vous allez devoir bloquer la balance des blancs. Si vous filmez en extérieur, moi je trouve que 5000 Kelvin, c'est parfait. Il ne faut pas que ce soit trop jaune, il ne faut pas que ce soit trop bleu. Après, c'est quelque chose qu'on peut rattraper en post-production. Mais franchement, de manière générale, 5000, moi, j'ai jamais eu besoin de changer quoi que ce soit. J'aime beaucoup. Ensuite, autre chose que vous allez devoir paramétrer avant qu'on parle de la résolution et des nombres d'images par seconde, etc., c'est l'obturateur. En tout cas, la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, qu'est-ce que c'est? Grossièrement, c'est le flou de mouvement que vous avez. Donc là, ici, nous avons un flou de mouvement naturel. D'ailleurs, non, je suis à 1 sur 160 alors que je filme en 60 images secondes. C'est pas correctement le bon paramètre, mais peu importe. En tout cas, quand vous filmez en 30 images secondes, il faut se mettre en 1 sur 60. Lorsque vous filmez en 60 images secondes, il faut que vous filmiez en 1 sur 120. Normalement, vous avez compris qu'il faudra multiplier par 2 à chaque fois. Donc, si vous filmez en 25 images secondes, il faudra vous mettre en 1 sur 50. Mais en général, de toute façon, pour la GoPro, encore une fois, pour faire très simple, vous normalement, comme je vous ai conseillé, vous allez toujours filmer en 30 images secondes, vous n'allez jamais bouger. Du coup, votre vitesse d'obturation, vous n'allez jamais y toucher et vous allez toujours rester à 1 sur 60. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Justement, parce que là, je vous dis, je vous fais coucou comme ça et vous voyez le flou de ma main, ça n'a pas trop d'importance. Mais en fait, c'est extrêmement important pour la dynamique de votre image. Parce que si vous êtes net alors que vous avez un mouvement extrêmement dynamique, on n'aura aucun effet de vitesse et c'est grâce à ça qu'on a cet effet de vitesse. Donc pour ma part en drone FPV, mais aussi et surtout pour tout ce qui est sport extrême lorsque vous êtes à ras des éléments. Donc ça marche aussi avec le drone, mais typiquement quand on voit ces plans GoPro, si j'avais pas eu les bons paramètres, on n'aurait eu aucun effet de flou de mouvement. Et ça perd en immersion, mais à un point, et c'est ça que la majorité des gens négligent, la vitesse d'obturation, alors que pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Lorsque vous faites de la moto et lorsque vous faites du drone FPV, vous n'allez pas être soumis aux mêmes vibrations. Ça va jouer sur le flou qu'il va y avoir sur la caméra. Si votre caméra, elle est pas très stable, et que vous êtes par exemple sur un VTT, et que vous utilisez les paramètres que je suis en train de vous conseiller, vous mettez en 5,3K, en 30 images secondes à 1 sur 60. Ben là, vous allez dire que c'est pas bon parce qu'en fait, votre caméra, elle est, on va dire, sur votre casque ou sur un autre endroit qui est soumis à beaucoup de vibrations et du coup, votre vidéo va être complètement floue tout le temps parce qu'en fait, c'est soumis à trop de mouvements. Que ce soit pour la moto, le VTT ou d'autres situations, il va falloir se mettre à 1 sur 120. En dessous, vous allez voir que ça va être vraiment trop flou et si vous avez la chance de pouvoir le faire et le temps, essayez les différents paramètres. Voyez d'abord à 1 sur 60, vous allez avoir vraiment beaucoup de flou de mouvement, mais peut-être qu'il va y avoir trop de vibrations, donc votre vidéo elle sera complètement fichue. Et du coup, dans ce cas-là, vous dites « Ah, il va falloir que je me mette à 1 sur 120 ». Et là, vous verrez que normalement, tout ira mieux. Pour les vidéos FPV, je suis à 1 sur 60 en 30 images secondes. Et pour tout ce qui est moto, sport extrême et tout ça, je suis très souvent
à 1/120. On a un peu moins de flou de mouvement, mais au moins l'image, elle est nette. Pour ceux qui font de la moto ou des vidéos d'action en POV, comme le VTT et autre chose, je vous conseille de vous mettre en 16/9, 5,3K, 30 images secondes si vous n'avez pas d'intérêt à faire du slow motion. Ensuite, nous allons regarder l'objectif et on va se mettre en super view pour avoir le plus grand angle possible et on va garder l'hyper smooth activé. N'oubliez pas la petite particularité, si votre GoPro est soumise à pas mal de vibrations, ne vous mettez pas à 1/60, mettez-vous à 1/120. Pour ce qui est du drone FPV, on va paramétrer notre caméra comme il faut. Pour le drone FPV et pour tout ce qui est cinématique, lorsque vous voulez de la stabilisation en post-production, vous allez vous mettre dans résolution IPS, donc images par seconde. Vous allez vous mettre en 4/3, 5,3K, 30 images secondes, ou sinon vous pouvez aussi vous mettre en 8/7 si vous en avez la possibilité selon votre modèle. Ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de marge de manœuvre lorsque vous allez faire des reels sur Instagram. Personnellement, j'utilise le 4/3, ça me va très bien comme ça. Pourquoi en 4/3 et pas en 16/9? Parce qu'en fait, quand vous allez être en 4/3, vous allez avoir tout le capteur. Vous n'allez pas avoir de perte d'image. Parce que, avec ce que je vais vous expliquer après, vous allez voir qu'on va devoir zoomer dans notre vidéo et on va retrouver un format 16/9 classique plus tard. Ensuite, objectif large, hyper smooth, vous le désactivez. Pour mes amis du drone FPV et pour tous les autres usages qui sont dans un style un peu plus cinématographique, où on veut vraiment aucun défaut de stabilisation, ou que vous voulez avoir l'impression d'être sur un rail, vous allez devoir stabiliser en post-production et pas directement sur la GoPro. Donc n'ayez pas peur parce que vous allez pouvoir récupérer les informations du gyroscope sur votre ordinateur grâce à un logiciel bien spécifique. La première application que je conseillais avant, c'était Real Steady, qui est maintenant intégrée au logiciel GoPro, mais qui est payante. Moi, j'ai changé d'ordinateur et je ne peux plus avoir accès à ma licence. Donc je vous déconseille d'acheter, je crois que ça coûtait 100 €, j'espère quand même pas que ça coûte encore ce prix-là. En tout cas, je suis obligé de le racheter alors que je l'ai déjà acheté une fois. Donc j'ai décidé de le laisser tomber et ça tombe bien parce qu'il y a un logiciel gratuit qui fait la même chose et qui fait ça en plus avec d'autres caméras. Et en tout cas, ça le fait extrêmement bien avec la GoPro. Ça peut aussi le faire avec les Osmo et d'autres caméras qui ont aussi la stabilisation avec gyroscope. Donc Gyroflow, ça paraît compliqué comme interface, mais en soi, c'est vraiment très simple. Il vous suffit de glisser votre clip vidéo sur l'interface. Il va reconnaître la GoPro. Vous allez pouvoir changer quelques petits paramètres. Mais en soi, il n'y a vraiment rien à changer. C'est parfait de base. Et ensuite, vous faites exporter et vous aurez une image stabilisée comme jamais la stabilisation de la GoPro aurait pu vous le faire. Et c'est pour ça que c'est important de se mettre en 4/3 parce que puisqu'on zoome dedans, au moins on a zéro perte de qualité. Si vous faites la stabilisation sur une vidéo qui est en 16/9, vous allez avoir un truc qui va avoir rien à voir en termes de qualité. Au niveau des réglages ProTune, si vous en avez la possibilité, vous vous mettez en 10 bits pour avoir plus de marge de manœuvre lorsque vous êtes en post-production. Le débit, vous le mettez élevé. Ici, nous avons les réglages que nous avons mis en raccourci. Là, c'est très important, c'est la netteté en moyen. Pourquoi je la mets en moyen? Parce qu'en fait, nos logiciels de montage sont plus performants pour gérer la netteté. Au niveau de la couleur, alors ça, cela va dépendre un petit peu de vos goûts. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de travailler sur des couleurs assez naturelles, donc je reste avec les couleurs naturelles. Mais pour les amateurs de colorimétrie, vous pouvez tout à fait vous mettre en neutre. Ça, c'est vraiment les goûts, les couleurs, sans mauvais jeu de mots. La GoPro, comme je vous ai dit, elle est très peu efficace en basse lumière. Plus elle aura de la lumière naturelle, plus elle va être performante. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours filmer en 30 images secondes, en 60 maximum. Mais de ce que j'ai vu encore par expérience, vraiment, vous n'aurez pas mieux comme qualité que si vous êtes en 30 fps. Donc fps, images par seconde. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous allez enregistrer, il va y avoir 30 images dans une seconde. Donc il y a besoin de capturer que 30 images, littéralement. Alors que si vous vous mettez en 60 images par seconde, le capteur va devoir enregistrer 60 images dans une seconde. C'est-à-dire qu'il aura beaucoup moins de lumière à faire passer. Voilà, en gros, hein. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Donc là, ça paraît logique, la GoPro a un capteur qui est pas très performant pour les basses lumières. Donc si vous lui demandez de récupérer plus de lumière, en tout cas qu'elle va avoir plus de difficultés à récupérer la lumière, elle va être un peu moins performante. Et ensuite, c'est simple, vous vous mettez en 5,3K, la meilleure résolution possible. Après, encore une fois, les néophytes vont se poser la question du pourquoi filmer en 5,3K alors que je regarde sur un écran en 1080 ou en 2,7K, peu importe. C'est toujours extrêmement important de filmer dans la plus haute résolution possible, notamment si vous avez une caméra qui filme en 8K, filmez en 8K parce que au moins vous allez avoir le maximum de pixels possible. Et si vous faites un rendu en 4K, ça veut dire que vous aurez 2 fois plus de pixels que si vous filmiez en 4K. J'espère que je n'ai pas trop perdu dans mon explication, mais en gros,
plus vous filmez avec une grosse résolution, plus vous aurez de pixels, peu importe la résolution finale. Donc si vous avez un rendu en 1080 et que vous filmez en 8K, vous aurez 8K compressé dans du 1080, ce sera quand même vachement mieux. Puis en plus avec le 5,3K, ce qui est très bien, c'est la particularité entre les formats horizontaux et les formats verticaux, qui sont tout simplement les formats Instagram, TikTok, les réels, etc. Forcément, si vous filmez à la verticale, vous n'allez pas pouvoir faire de vidéos à l'horizontale. Donc si vous choisissez de faire des TikTok, vous n'allez pas pouvoir faire du YouTube. Moi, en l'occurrence, je n'aime pas perdre mon temps à faire deux fois les choses, une fois l'horizontale, une fois la verticale. Grâce au 5,3K, ce que ça va pouvoir me permettre de faire, c'est de filmer à l'horizontale tout le temps. Et lorsque je veux faire, lorsque j'aime bien un petit clip et que j'ai envie de le mettre en réel sur Instagram, eh bien, je vais pouvoir juste zoomer un petit peu à 130%, je crois quelque chose comme ça. Je vais perdre un petit peu en qualité, mais c'est sur du 5,3K. Donc la perte de qualité n'est vraiment pas flagrante, encore moins lorsqu'on regarde ce contenu sur des téléphones. Du coup, pour tous ceux qui demandaient en termes de qualité sur Instagram, mais en fait, je filme à l'horizontale avec le 5,3K et je zoome un peu dedans et c'est tout. Donc une fois que vous avez bien réglé votre caméra, que vous êtes à 5,3K en 30 images secondes avec une vitesse d'obturation à 1/60, vous allez vous dire, en tout cas si vous filmez en pleine lumière et pas dans votre bureau, que c'est complètement cramé, qu'il y a beaucoup trop de lumière qui passe et que c'est impossible de filmer comme ça. Vous avez raison. Et c'est là qu'interviennent les petits filtres ND que l'on met sur notre GoPro. C'est un petit accessoire qui est indispensable, encore une fois. Je l'ai aussi d'ailleurs sur n'importe quelle caméra, parce que là vous dites à la GoPro d'absorber le maximum de lumière possible. Cela coûte plus ou moins cher selon la marque que vous prenez. Personnellement, moi j'utilise des filtres ND de la marque Neewer. C'est une super marque du milieu de gamme. Vous pouvez en trouver plein d'autres, hein. Je crois qu'il y a DJI Tech, Polar Pro. Polar Pro, je trouve que c'est excessivement cher pour ce que c'est. Alors peut-être que grâce à ça, vous allez pouvoir quand même aller sous l'eau avec. Je vous déconseille fortement d'utiliser des filtres ND si vous faites de la plongée. Si vous faites de la plongée, gardez la petite bague qui est inclue avec la GoPro. Ne vous amusez pas à mettre des filtres parce que là, c'est pas garanti que ce soit encore étanche. Donc comment ça se passe? En fait, de toute façon, c'est simple, hein. C'est une bague que vous allez tourner comme ça, vous forcez un petit peu et vous changez. Et pourquoi je vous dis de changer? Parce que bon, déjà il va falloir remplacer celle d'origine, mais en fait il y en a plusieurs. Vous avez des verts avec une intensité plus ou moins élevée. Ici nous avons un filtre ND4, vous voyez que c'est plus ou moins sombre, et là je vais vous montrer un ND8, c'est encore plus sombre. C'est le même principe que les lunettes de soleil. Donc si vous voulez plus de détails sur comment fonctionnent les filtres ND, je vous invite à regarder une vidéo sur le sujet, parce qu'évidemment selon l'intensité de lumière que vous allez avoir le jour de votre tournage, ça va pas être pareil selon un jour ou un autre. Si vous filmez en intérieur, normalement vous n'aurez pas besoin de filtre ND. Par contre, si vous filmez en plein soleil, si vous filmez au ski, là, vous allez définitivement avoir besoin de filtres ND. Les filtres ND les plus importants et les plus utilisés, ce sont les ND8 et les ND16. Moi, j'utilise à 70% du temps le filtre ND16. Quand il fait un peu plus nuageux, j'utilise le ND8. Et quand je suis à la montagne où il y a énormément de lumière, de neige notamment, ou de reflets sur l'eau, là je peux utiliser le ND32, mais c'est quand même assez exceptionnel. Mais vraiment, le package à avoir, c'est le ND4, 8, 16 et 32. Le 64, vraiment, ça sert à pas grand chose, hein. Et alors comment on fait pour savoir si on a correctement réglé sa caméra et comment ne pas être surpris lorsqu'on va lancer notre vidéo sur l'ordinateur ou quoi que ce soit d'autre? Et en fait c'est assez simple la technique. Ce que vous allez faire, c'est que une fois que vous avez vos paramètres, de toute façon vous allez voir que vous allez mettre plus ou moins de temps au début et après ça va être instinctif, vous allez connaître la situation et vous allez savoir que dans cette situation, il faut que je me mette à 1/60 et que je mette le filtre ND16. Si vous êtes entre deux filtres, entre par exemple le ND16 c'est trop lumineux et le ND32 c'est pas assez, c'est trop sombre, vous pouvez changer le paramètre de la vitesse d'obturation. Au lieu d'être à 1/60, vous vous mettez à 1/120. Vous aurez un peu moins de flou de mouvement, mais c'est pas très grave. Donc pour savoir si vous avez correctement réglé votre caméra, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre comme ça, vous allez regarder évidemment votre écran et vous allez tendre la main. Vous tendez la main et si la paume de votre main est nette et que vous voyez tous les détails, c'est que normalement vous êtes correct dessus. Si votre main est trop sombre, dans ce cas ça veut dire qu'il va falloir baisser le ND ou changer un paramètre ou monter un petit peu les ISO. Mais en tout cas, si vous voyez que votre main est cramée, ça veut dire qu'il va falloir mettre le filtre ND qui est au-dessus. C'est aussi simple que ça. Donc vous faites comme ça, vous regardez un petit peu, bon
ça a l'air plutôt net. Des fois, vous allez peut-être être confronté à des situations où la lumière va varier, où vous allez être en extérieur puis ensuite en intérieur, où il va y avoir des parties d'ombre. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est assez simple. Dans vos paramètres, vous allez changer la variation des ISO. Donc vous bloquez vos paramètres avec la bonne lumière et vous allez bloquer les ISO max. Donc au lieu d'être bloqué à 100 ISO minimum et 100 ISO maximum, vous allez être à 100 ISO minimum et 400 ISO maximum. Comme ça, au moins, cela va varier si il y a tout d'un coup un nuage ou que vous passez dans un endroit extrêmement sombre. Ça va pas être sous-exposé ou ça va pas être surexposé. Dans tous les cas, le mieux, c'est d'en avoir le moins possible. Alors, nous nous retrouvons sur le logiciel de montage Adobe Premiere Pro. Ne vous inquiétez pas si vous utilisez autre chose, je pense que ce sera quand même assez équivalent. Donc là, nous retrouvons notre vidéo drone FPV dans un projet en 4K, 30 images secondes. Je l'ai glissé et donc, rappelez-vous, nous filmons en 5,3K. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir dézoomer. Donc, soit on va modifier l'échelle et on va se mettre à 75%. Et là, on a de nouveau nos 5,3K qui sont dans notre 4K. Soit on fait clic droit dans la timeline et on fait ajuster à la taille et on a la même chose. Honnêtement, je n'ai pas remarqué de différence de qualité, que ce soit en modifiant l'échelle ou en faisant ajuster. Donc ma foi, comme vous voulez. Maintenant, pour ce qui est de la colorimétrie, on va devoir aller dans l'onglet couleurs. Et là, il y a deux façons de faire. La façon la plus facile, c'est d'aller dans correction de base. On va augmenter les contrastes. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire pour rester dans les tons naturels. Ah oui, ici, si vous avez raté votre balance des blancs, vous pouvez toujours modifier la température ici. Voilà, ou sinon pour changer un petit peu l'atmosphère, si vous voulez une atmosphère un peu plus froide ou plus chaude. Là, pourquoi pas mettre un peu plus chaud? Tiens, on va tenter le truc, hein. Vraiment, on n'exagère pas trop. Les tons clairs, on va les diminuer. On va aussi diminuer les tons foncés, comme ça on accentue encore plus les contrastes. Ici, dans l'onglet créatif, on va augmenter la netteté, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait la mettre en moyen sur la GoPro, et c'est ici qu'on l'augmente en fait. En général, moi je la mets à 15, vous pouvez aller jusqu'à 30 je pense, mais il ne faut pas non plus trop exagérer. Je vous conseille quand même de manière générale à rester à 15, en tout cas 15%. Ensuite on accentue un petit peu au même niveau la vibrance et la saturation, et là on regarde un petit peu tout au long de notre vidéo si c'est sympa, si ça rend bien, si c'est pas trop exagéré. On va revenir au début, là on voit que c'est un peu quand même pas mal vert. Donc pourquoi pas aussi d'ailleurs changer la courbe et changer le jaune, et on va le mettre un peu plus orangé. Et là on a quand même quelque chose de vachement coloré. Je sais pas si vous apprécierez, mais en tout cas moi je trouve que c'est plutôt sympa. Les couleurs paraissent quand même très naturelles, hein. Je sais pas ce que vous en dites. Moi en tout cas j'aime bien, et de mes souvenirs franchement ça ressemblait à ça avec mes yeux. Et après le bon repère c'est à la fois l'eau et surtout le ciel. Donc vous voyez que le ciel est d'un bleu naturel, c'est que vous en êtes pas trop mal sorti. Autre façon de faire, donc on va réinitialiser les paramètres, c'est que vous allez dans l'onglet courbe et vous allez modifier la courbe. Vous mettez 2 points, vous allez accentuer en tirant vers le bas les ombres comme ça. Donc là c'est vous qui choisissez, ce sera un peu plus nuancé que dans correction de base. Et ensuite vous allez augmenter un petit peu, hop, les hautes lumières, et là vous avez une belle petite courbe, un petit S. C'est très classique hein, ce que je vous montre, ça va vraiment pas très loin. Et ensuite vous allez augmenter comme tout à l'heure la netteté, la vibrance, la saturation, et vous voyez qu'on a à peu près le même résultat. C'est peut-être un poil plus contrasté, et là si on veut rajouter un petit côté orangé, on le met comme ça, tac. Là vous avez vu que c'est quand même pas mal surexposé, donc là on va quand même aller dans correction de base et on va baisser les tons clairs, et voilà, on se retrouve avec à peu près la même chose. Je ne sais pas ce que vous en dites encore une fois. En tout cas, notre ciel reste d'un bleu naturel. Donc je pense que la mission est accomplie. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Enfin, c'était une vidéo quand même assez fastidieuse, mais j'espère quand même qu'elle vous aura été utile et que vous ayez appris quelque chose que vous n'aviez pas vu. C'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos sur le sujet des paramètres GoPro. En tout cas, j'espère que je vous aurai appris quelque chose que vous n'avez pas vu ailleurs. Et si d'autres vidéos tuto vous intéressent, bah, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à me suggérer des sujets et j'essaierai de les traiter. Donc en attendant la prochaine vidéo, que ce soit un tutoriel ou une expédition, je vous dis salut et d'ici là, portez-vous bien.